Ça filme. Aujourd'hui, 30 juillet 2013. Nous sommes au Machu Picchu et c'est une belle journée. Avant de revenir sur cette merveille du Pérou, Nous allons d'abord retracer les 2 ans d'aventure qui nous ont amenés ici. On filme. Tout commença en juillet 2011. Nolwenn, Sylvain et moi, Coralie, après une première expérience commune, et poussés par notre envie de voyager et de découvrir le monde, nous avons souhaité relancer un projet solidaire. Nous entraînons alors Kevin et Fabien avec nous. L'histoire est lancée. Durant 2 ans, nous travaillons ensemble pour atteindre notre objectif. Mais bon, tout ça, c'est pas le Pérou. Ah ouais, t'en es sûr? Pour moi, c'était plutôt un truc de fou. Mais ne soyons pas mal polis, commençons par présenter les membres de l'équipe. Kevin aime se toucher les mollets. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais Kevin n'aime pas qu'on fasse les choses à sa place. Ah, je déteste qu'on fasse les choses à la place. Nolwenn aime prendre des coups de speed. Bon, je vais gagner mes ongles. Nolwenn n'aime pas l'expression bueno bueno. Eh ben bueno, Nolwenn. Bueno bueno, super bueno. Eh ben bueno! Bueno bueno! Eh ben, bueno, Noël. Bueno, bueno. Sylvain aime le pisco sour. bon, allez encore. Un petit peu plus. Là c'est cool. Allez, santé. Mais Sylvain n'aime pas les oignons, les olives, les fruits de mer, le café, les champignons, les abats, le gras. Fabien aime les panoramas, J'aime les panoramas. mais Fabien n'aime pas les douches froides. Ah c'est froid. Ah c'est froid. Coralie aime l'Inca Cola. Mais Coralie n'aime pas le froid péruvien. Laissez-nous vous présenter nos 2 années de préparation du projet. Bah Nono, qu'est-ce que t'en penses? On peut déjà te dire d'où on vient? Donc, nous sommes 5 amis des Monts du Lyonnais, et donc l'idée du projet, au départ, c'était... Un voyage solidaire de 5 semaines sur l'été 2013. Suite à la rencontre avec les compacoleurs qui cherchaient une équipe pour poursuivre leur action, nous créons l'association PAMS, qui veut dire Projet Amérique Solidaire. afin que nous aussi, nous partions au Pérou construire des fours solaires. On s'est donc formé ici. Avec Michel, on a appris à construire un four solaire à base de matériaux recyclés et qui permet de cuisiner grâce au soleil. Donc d'éviter d'utiliser les cuisines au feu de bois qui produisent beaucoup de fumée à l'intérieur des maisons. Je t'avais dit. S'il te plaît.
on a décidé de faire ça avec l'association Munaiwazi, implantée à Andahuaylas sur les hauts plateaux des Andes péruviennes. C'est pas un petit projet, ça demande du travail. On fait des réunions, on s'informe sur le pays dans lequel on va. On apprend l'espagnol. Hola, ¿qué tal? On intègre le milieu associatif en participant à des salons, des forums. La majeure partie de notre deuxième année de préparation a été consacrée à la recherche de fonds et à la communication. On a donc effectué Un repas chili con carne à Messimi avec Adrien et Rémi qui participent au 4L Trophy. l'emballage de papier cadeau à jouer Club Confluence. Le festival à Saint-Martin-en-Haut. Le forum Initiative Jeune à Chazelles-sur-Lyon. Nous communiquons également dans la presse locale. Des sponsors comme GFR Auto à Saint-Symphorien-sur-Coise nous ont soutenus dans le projet. Et enfin, nous demandons des subventions auprès de Rhône-Alpes, de l'Université Lyon 1 et de la ville de Lyon, où nous devons présenter notre projet. Ça pourrait être fait plus rapidement. Intéressant en plus. Donc vous partez quand? Et finalement, le 3 juillet 2013, c'est parti. Donc là on est au bord de l'océan Pacifique, à Lima, en contrebas de notre hôtel qui est au quartier de Barranco. Voilà, donc personnellement je suis un peu surpris par le paysage, je ne m'attendais pas à ce que ce soit de la falaise comme ça. Que les constructions soient aussi proches, ça paraît pas très sûr au niveau de stabilité. J'avoue. Et non, sinon il n'y a pas grand monde, il fait un peu frais. Personne dans l'eau. Et personne dans l'eau, donc pas de surfeurs. Mais c'est sympa. Là, les favelas de Lima. Allez Cana, le on peut coller. détendre la lessive, juste en face. Classe. À notre arrivée à Lima, nous ne profitons pas vraiment de la capitale. Avec seulement 2 jours pour organiser la suite de notre voyage, nous passons beaucoup de temps dans les transports afin de récupérer nos billets de bus pour rejoindre Andahuaylas, ainsi que les billets pour le Machu Picchu. Une vraie galère. Du coup, on attend. Qu'est-ce que t'attends de mal? Nous passons de longs moments avec Casey, Ricky et Antonio, des jeunes scouts péruviens qui deviennent nos amis d'aventure. Ils nous aident dans notre périple à travers cette immense ville de 10 millions d'habitants. Le quartier de Barranco, où nous logeons, s'avère très joli et paisible. Nous en profitons une fois nos affaires terminées.
Alors Kevin, c'est comment? Nous faisons un dernier repas avec nos amis avant de partir. English with French. I speak English because I live 7 years. Nous mangeons le fameux ceviche, le plat national péruvien composé de poissons crus et d'oignons, baignant dans le jus de citron et accompagné de patates douces. Et franchement, avaler ça avant nos 20 heures de bus, c'était pas vraiment une bonne idée. Bon alors là il est minuit passé, on est dans la Pampa apparemment, on est à 4000 mètres d'altitude selon l'altimètre et voilà ça saute beaucoup, Nalouen est un peu malade, ça brasse un peu, voilà. On va essayer de tenir comme ça et voilà il nous reste encore plus de 12 heures à passer dans ce bus. Le bus roule à travers les montagnes désertiques et les hauts plateaux. L'effet de l'altitude se ressent, nous sommes pris de vertige et respirons parfois difficilement. Le froid passe à travers les vitres. Et franchement, la patate douce, ça passe pas pour moi. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la patate douce. La patate douce est un tubercule qui pousse dans les régions tropicales et subtropicales. Largement cultivée au Pérou ou aux Philippines, elle se fait aussi appeler camotée. Elle est présente dans de nombreux plats où elle se glisse parfois de manière sournoise, ce qui ne l'empêche pas de rester très comestible. Au petit matin, nous découvrons les sommets péruviens. Le bus se ferait un chemin sur une voie chaotique et en chantier. Une piste plus qu'une route. Les villages que nous traversons sont extrêmement isolés. À cette altitude, la végétation se fait rare. Au sortir d'un col, nous apercevons enfin, après 20 heures de trajet, notre destination, Andahuaylas. Lorsque nous sommes arrivés à Munay, nous avons discuté de notre projet de four solaire avec Raúl et Nieves, les coordinateurs de projet. Bien, buenas tardes amigos del proyecto América Solidaria de Lyon, de Francia. Es un placer conversar con ustedes en esta parte que se llama Munayhuasi. Efectivamente, para comentarles en esto de los hornos solares, en realidad es muy bonita la iniciativa, es prácticamente el aprovechamiento de los recursos naturales, en este caso específico es del calor solar, ¿no? Que nos ofrece gratuitamente para poder cocinar y lograr la cocción de los alimentos. Pero como ustedes verán en esta zona, en esta región, en Andahuaylas, amigos, el horno solar puede funcionar, no habría ningún problema. Lo que pasa que la gente beneficiaria no lo tiene en cuenta mucho, lo que son los beneficios del calor solar, aún para cocinar a través del horno solar, porque como ven, aquí hay muchos árboles, hay mucha leña, ¿no? Entonces los hornos solares suelen funcionar muy bien en las alturas, por ejemplo, en el altiplano, es otro departamento, el departamento de Puno, o región Puno en el Perú, donde no hay leña, donde no hay árboles, solamente ves paja
hacer sus alimentos, ¿no? Eso más o menos es el detalle aquí en Andahuaylas. Hay mucho árbol, hay mucha leña todavía. Et quoi là? Nous rencontrons Céline, une volontaire qui venait de terminer un travail de prospection auprès des familles d'Andahuaylas. Et après avoir montré à genre 2-3 familles, ils voulaient que les autres le fassent eux-mêmes, ils leur apportent juste les matériaux et c'est à eux de le faire. D'accord. Et puis au final, nous on s'était dit que, parce elles sont quand même une centaine de femmes qui veulent, après je sais pas s'ils veulent faire des cuisines pour chacune ou si ça va être que les, je sais pas de combien d'argent ils disposent en fait pour faire ça, donc il nous a jamais dit. Et Nous on a des fonds pour faire ça, mais après voilà, c'est notre projet donc. Oui. J'ai pris une amie, une grosse valise. elles sont organisées en groupe de laine. Et donc il y a toutes ces femmes là qu'on a vues. En groupe de laine, en fait, elles achètent de la laine ici, il y a un espèce de microcrédit, elles l'achètent pas cher et après elles peuvent le vendre si elles veulent ou n'importe. Vous aurez assez d'argent ou quoi, mais souvent c'est très très sombre dans leur cuisine. C'est que des tuiles et tout ça, il n'y a pas du tout de calamine transparente ou n'importe pour faire entrer un peu de lumière du jour. Donc il aurait été peut-être aussi bon de voir à faire ce genre de choses. C'est peut-être pas trop cher en plus la calamine. Ouais. Effectivement, ce qu'on nous avait dit, c'est que ça fumait beaucoup les maisons, quoi. Ah ouais, carrément. Et tout, donc, il y a tout le temps, les murs sont noirs, quoi. Là où il y a la cuisine, c'est plein de suie. Des fois, elles ont juste, genre, il y a un trou dans le toit, juste pour faire passer ça, quoi. Mais après, il y en a quand même qui leur arrivent sur elles. Il y en a qui ont juste des pierres avec des grilles posées dessus, et voilà, c'est ça la cuisine, quoi. Ensemble, nous comprenons que l'urgence se trouve dans la réalisation de cuisines améliorées. Déçus de devoir abandonner notre projet initial, mais bien conscients que nous devons nous adapter aux besoins locaux, nous changeons de projet. Mais cela n'altère pas notre motivation. Nous avons mené différentes actions au sein de la maison Munaiwazi en parallèle de notre projet principal. Nous avons coulé une dalle de béton dans un nouveau dortoir pour volontaires, tenu des séances d'aide aux devoirs à la bibliothèque, dans l'association franco-péruvienne de Munaiwazi, nous vivions avec d'autres volontaires français. Chacun arrivait dans l'association avec un projet différent. L'échange avec les autres volontaires était intéressant. Certains d'entre eux nous aideront sur le projet. Nous souhaitons vous présenter rapidement les volontaires avec lesquels nous avons passé le plus de temps à Munai. Je m'appelle Tanguy, je viens de Bretagne. Je suis à Munai pour 5 mois. Je m'occupe essentiellement du jardin. Pourquoi je suis venu en Amérique du Sud? Parce que j'ai envie de découvrir de nouvelles plantes et aussi j'ai envie d'aider les gens et faire un peu d'humanitaire. Donc c'est pour ça que quand on m'a parlé de cette association qui aidait les campesinos et qui avait un potager aussi au sein de l'association, ça m'a tout de suite intéressé. Donc les travaux au niveau de l'association, au niveau du jardin potager, il y avait beaucoup de choses à faire. Il y a énormément d'arbres fruitiers, donc il y a beaucoup de tailles d'arbres fruitiers. Et il n'y a pratiquement aucune culture de légumes mise en place par l'association. Parce que c'est un jardin potager qui est divisé en plusieurs parties. Il y a une partie qui est utilisée par l'école, une partie qui est utilisée par l'université, une partie qui est utilisée par une dame qui aide l'association, qui a un petit bout de terrain aussi pour son potager. Donc les premiers travaux, essentiellement les 3 premières semaines, ça a été de la taille d'arbres, essentiellement des pêchers, il y a quelques poiriers, des pommiers aussi. Et puis petit à petit, on a mis en place, je dis on parce qu'il y a souvent des volontaires qui donnent un coup de main au jardin, qui sont là pour autre chose, qui viennent un peu ici en ne sachant pas trop quoi faire et en fait qui se découvrent, qui ont envie de donner un coup de main au jardin. Okay. Les semis, principalement ça va être planté au potager à Munai, mais en place on n'aura pas forcément de la place pour tout. Donc ça va être aussi donné aux écoles
Par exemple, l'école dans laquelle on a intervenu dans la semaine. Là. Donc ici, on est dans la serre de l'école primaire. On voit beaucoup d'épinards, blettes. Ça permet ici en fait, de cultiver ce genre de légumes parce qu'à côté il fait assez froid, ça gèlerait rapidement. Donc là avec les calamines, ça permet de garder la chaleur dans la serre. Voilà. Au niveau de leur serre, il y a tout à planter pratiquement. Ils avaient quelques rangs de laitue, quelques rangs d'oignons je crois. Mais il y a beaucoup de place, donc ça va servir pour ça. Une petite remarque sur les pots, en fait c'est des... comme vous avez pu le constater, c'est des bouteilles, c'est tout et de la récupération. Des petites bouteilles d'eau, de soda qu'on coupe, qui sont jetées normalement par les gens, mais que nous on récupère et à qui on donne une deuxième vie. Bonjour, donc moi c'est Camille, je fais partie de l'association POM, c'est pour ça qu'on est au Pérou en ce moment. On fait de la psychomotricité, et donc POM c'est psychomotricité et ouverture sur le monde du maternage. Et donc on est venu là pendant 6 semaines pour faire mener des actions dans les institutions. Moi c'est Oriane. Alors moi c'est Mélanie. Alors moi c'est Sophie. Nous intervenons donc dans différentes structures, l'orphelinat, la casa maternelle, le refuge des anciens, l'école spéciale et l'école Montessori. Psychomotricité c'est quoi? C'est le lien entre le corps et l'esprit. Du coup, pour faire court, c'est rééduquer le corps par l'esprit. Pour se sentir bien dans sa tête après en fait. Voilà. Bon, après au Pérou on s'adapte parce qu'il n'y a pas du tout le même matériel, les mêmes choses, donc mais c'est enrichissant aussi. Donc on intervient dans 4 structures, 4 ou 5. Donc pour commencer, donc, par exemple dans la Casa Materna, on fait de la stimulation auprès des femmes enceintes. Donc avec des exercices pour muscler tous les muscles qui vont servir pour l'accouchement, en faisant des massages, faire de la détente. Stimulation du fœtus. Voilà, stimulation sonore avec des bâtons de pluie, des choses comme ça. Avec l'aide de l'obstétricienne. Ensuite on intervient donc, à l'aldéa infantile, c'est l'orphelinat. Donc là on intervient 3 fois par semaine. On fait des groupes d'âge avec pour les ados du volet et pour les enfants des sessions un peu plus structurées. Avec des petits jeux moteurs, du dessin, des jeux de mémoire, de coordination, voilà, des jeux de balles, Des dessins, pâte à monnaie, pâte à sel. Voilà. On intervient aussi donc, dans des escolas spéciales. Donc c'est des écoles, donc à Talavera c'est une école inclusive, donc il y a une classe d'enfants handicapés inclus dans une école normale. Où donc il y a pareil, il y a des enfants de toutes pathologies, de tous âges, où on fait en fait des petites activités de... On a pris le relais en fait avec l'équipe précédente pour faire un lien entre les 3 équipes. Donc la première équipe on travaillait beaucoup sur le corps et nous on fait les 4 éléments. Le corps dans les 4 éléments. Le corps dans les 4 éléments en fait. Et donc le refuge des anciens, où on intervient aussi 2 après-midi par semaine. Où on fait, donc c'est des personnes âgées, c'est un refuge pour ce qui correspondrait à une maison de retraite. On fait des jeux de balles pour la motricité fine. Enfin fine, on fait plutôt les... Pour l'appréhension aussi. L'appréhension au jeu de balles, donc lancer dans un cerceau, dans un bob qui est petit, on a fait un champ de tout. C'est compliqué d'intervenir et de se dire bon, on intervient, bonjour, on est les étrangers, on vient là, on vous prend vos enfants, on va faire des jeux, on vous les ramène. Bon. Et du coup le lien est compliqué. Et, ces enfants qui ont du mal parce que parfois il faut faire à manger, il faut faire le ménage, il faut faire le travail, il faut faire les devoirs, il y a plein de choses à faire. Après, on a du mal aussi à faire le lien avec ceux qui travaillent là quand même. Sauf à la Casa Materna justement. Non, aussi la Casa Materna. On a la diététicienne qui est très présente, qui traduit nos propos en plus, qui dit encore mieux que nous ce qu'on veut faire et pourquoi on le fait, qui est très présente. Les internes proposent toujours plein d'exercices, donc c'est assez interactif. Et parfois, des fois, ils comprennent pas non plus exactement ce qu'on fait parce que la plupart des professeurs ici sont pas bien formés pour le handicap en fait. Et là, c'est vraiment compliqué. Et qu'est-ce qui vous a motivé, vous, de faire un projet comme ça, enfin de venir sur 6 semaines Moi, c'est plutôt l'expérience en fait. L'expérience de voir autre part ce qui peut se faire. Qu'en France parce que c'est complètement différent. Après, c'est le choix du Pérou aussi. C'est aussi et aussi pour le Pérou, faut le dire aussi. Ouais, c'est aussi pour le Pérou. Dans l'enceinte de Munaiwazi, il y a une maison pour les volontaires et une école.
Nous avons assisté au défilé de l'école sur la place des Armes et à une fête pour l'anniversaire du jardin de Mounaiwasi. Attends, c'est Kevin. Attends. Ah mais du coup on va même plus jusqu'à dessous quoi. Toi t'as mal travaillé cette année. Bonne dame. C'est à Andawailas que nous avons goûté le couilly, ou cochon d'Inde, pour la première fois. C'est assez serré là. Alors là on est dans la cuisine, il y a des couillis partout. Les couilly vivent dans les cuisines des fermes andines. Ils sont cuisinés frits par les mamitas. Andawailas signifie « prairie des nuages colorés » en Quechua. Nous retenons de cette ville son immense marché où l'on trouve un nombre incalculable de fruits et de légumes. Nous avons le choix parmi les centaines de variétés de pommes de terre et de maïs. Nous retenons aussi les transports originaux, dont notamment les tuk-tuk, qui rythment la vie d'Andawailas. Nous les empruntons aussi bien pour nos loisirs que pour le transport lors de notre projet à Munai. Nous avons ainsi appris rapidement à construire nous-mêmes des cuisines améliorées. Dans un premier temps, nous devions acheter en ville tous les matériaux nécessaires à la construction. Les barres de fer, les cheminées, ainsi que tous les outils qui allaient nous aider dans notre tâche. Est-ce qu'ils ont du calamine ou pas? Calamina acá? Non, calamina c'est Donc là on est dans le centre d'Andawailas pour acheter les cheminées qu'il nous faut pour reconstruire la cuisine améliorée. Ah oui. Ah merde. Mais elle est trop longue, là elle est bien. Esto es más grande. Non mais celle-là elle est bien là. On en prend une comme ça. Deux. Pourquoi? Je la partage en deux. Ah non, non. Ici c'est 1m10. Dice señorita. Francia. Vamos a construir cocinas mejoradas en las puertas. Vamos a traerlo ya. Donc là on est en train de préparer le ciment naturel de la cuisine améliorée avec du cactus broyé qui donne une sorte de gel épais. Nous avons appris à faire du barreau, qui est le ciment naturel utilisé sur place. Vous allez en avoir plein, alors. C'est comme ça qu'on découvre. C'est comme ça ou quoi? Ouais, c'est pas si visqueux que ça au final. Ah, il y a un peu de dans l'argile, avec de la paille que Sylvain est en train de découper à la mèche. Ah, ouais, ça on se lève les mains parce que... ouais. Eso con la... ¿Cómo se dice? ¿El grappa? Sí, con la uva. Con la uva. Là il avait pas l'air sérieux. Non, il était même plutôt pour Ave. C'est le sud qui est pour Italie. Le sucre, le sel et la paille ajoutés à la terre servent à lier les éléments entre eux. Moi je me dis avec un peu de basilic et tout, Un peu de mozza. Continue à chanter. On dirait une danse du soleil, ça croise. Ouais, un peu le soleil.
Il en manque une. Nous utilisons parfois des briques industrielles, mais plus souvent des adobés, des briques de terre sèche artisanales. Elles étaient plus lourdes, plus friables et beaucoup plus irrégulières. Le travail demandait relativement beaucoup de précision. Il fallait vérifier que les niveaux étaient bien faits pour s'assurer que la cuisine ne penche pas, avant de fixer les barres de fer à l'aide du barreau. Une calamine posée sur les barres de fer permet de réaliser la base du foyer. Elle sera recouverte de barreaux. Et bien épais. Puis nous pouvons monter le dernier étage de briques qui constitue le foyer de la cuisine. Nous faisons les trous où seront posées les casseroles en fonction de la taille de celle-ci. Les cuisines améliorées doivent sécher pendant 2 semaines avant de pouvoir être utilisées. Alors oui, travailler à 3005 d'altitude avec la pluie. C'est sympa. Voilà. Et voilà. Avec la truelle. Non, on verra de la truelle. Avec les doigts. Le matin, nous prenons des taxis collectifs pour nous rendre sur les chantiers. Alors aujourd'hui, on va finir la cuisine qu'on avait commencé donc hier en fin d'après-midi. Donc aujourd'hui, il nous reste à finir de placer le barreau sur la plateforme du dessus, faire l'emplacement des 2 casseroles, mettre la cheminée, trouer l'emplacement de la cheminée dans la calamine du toit, et après on aura fini. Et ensuite finir un petit peu les alentours de la cuisine pour que ça soit joli. Enlever les tuiles sur le toit pour faire passer la cheminée est un exercice périlleux. La charpente est fragile et glissante. Les habitants les enlèvent eux-mêmes avec beaucoup de précautions. Et vous avez la cheminée après? Le trou. Le trou. Non. Hop. Más arriba. Nous pouvons alors fixer le conduit de la cheminée, ce qui clôture le chantier. Là. Et il y a quelque chose dedans ou pas? Non, elle est vide. Ah parfait. Là tu peux la mettre?
petit louche. Vous avez vraiment la tête dans les nuages là. Nous avons construit des cuisines non seulement dans des familles, mais aussi dans des écoles. Ellos no solamente hoy día están aquí, sino también el día jueves de la próxima semana van a venir todos a qué cosa, a trabajar en nuestra escuela. Se nos va a hacer una cocina mejorada, pero para lo cual tienen que ayudar sus papás a preparar barro para el día jueves. Vamos a esperar con barro preparado para que lo hagan ellos, la cocina mejorada. Después ya vamos a estar hablando, vamos a despacharles todavía, ¿ya? Gracias. Bien, agradezco mucho. Ya va a cocinar la comida nuestra. À ce moment-là, c'était incroyable de voir à quel point les enfants étaient contents de venir donner un coup de main. Ils nous ont aidés à décharger les briques qui allaient servir à la construction de la nouvelle cuisine. Pendant ce temps-là, les mamitas sont contraintes de cuisiner dehors. En France, nous avions collecté du matériel scolaire que nous distribuions aux écoliers. Pour les plus jeunes, nous avions amené des peluches qui nous ont été gracieusement offertes avant notre départ. Pendant nos semaines d'action à Munaiwazi, nous disposions des week-ends pour visiter les environs. La région d'Andahuaylas, bien que située à l'écart des sentiers touristiques, n'en est pas moins impressionnante. Ces grands espaces, ces montagnes, ces ciels infinis nous ont fait rêver.
le site de Sondor, nous avons pu admirer des vestiges précolombiens. Notre solitude sur le site nous a permis de profiter du panorama en toute quiétude. Donc là on est devant les ruines de Sondor, donc c'est une cité Chanca, donc c'était les ennemis des Incas avant la colonisation espagnole. Et c'est très beau, il n'y a personne, je pense que ça va être un peu différent lorsqu'on fera le Machu Picchu. Alors d'un côté on a la laguna de Pacucha d'où on vient. De l'autre côté, des vallées un peu plus profondes et au loin, la ville de Cusco. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu dans les nuages. Nous décidons ensuite de longer la laguna de Pacucha. Ses abords sont très fertiles et propices à la culture. Sur les rives du lac, nous apercevons quelques masures habitées par des familles de paysans. Ici, pas de touristes. Le lieu n'est référencé sur aucun guide, mais la beauté de la laguna nous laisse sans voix. Nous voyons vraiment le quotidien des Péruviens. Ce qui a été compliqué sur le projet, c'était je sais pas. Donc je pense qu'on a eu deux grosses surprises au niveau du projet. Première difficulté, ça a été déjà de changer par rapport à l'objectif de départ qui était de faire des fours solaires. Donc quand on nous a annoncé qu'il fallait faire des cuisines améliorées, petite surprise, il y a eu un temps d'explication pourquoi on ne pouvait pas le faire. On a passé une semaine à se réorganiser, à comprendre les besoins. Donc Raoul a bien argumenté là-dessus et finalement on a compris le besoin qu'il y avait sur les cuisines améliorées. Ensuite, une petite difficulté, c'est au niveau de la barrière de la langue, c'est-à-dire que les familles parlaient quechua et donc du coup il fallait expliquer avec beaucoup de gestes ou alors avec des mots qui étaient plus ou moins bien compris, mais dans l'ensemble, il me semble qu'on s'en est assez bien sorti. Et un autre point négatif, c'est on n'a pas pu faire, continuer vraiment le projet de Céline, c'est-à-dire intervenir auprès des personnes qui avaient le plus besoin des cuisines améliorées. Ce que je retiens du projet, c'est qu'il y a plusieurs manières d'accueillir notre action des habitants. J'en vois trois. J'en vois une où les gens sont super contents de nous recevoir, qu'on puisse faire une cuisine améliorée chez eux. Il y en a une autre où tu sens qu'ils sont un peu fiers et qu'ils ont un peu du mal à accepter notre aide. Et une autre où c'est vraiment une sorte d'opportunisme. Bon, celle-ci a été heureusement très rare et on a plutôt eu
des personnes accueillantes et qui étaient super contentes d'avoir l'opportunité qu'on puisse réaliser quelque chose chez eux. Alors moi, ce que je retiens du projet Amounai Wazi, déjà c'était une grande fierté d'avoir pu faire quelque chose de vraiment utile. Mais on a eu des très bons moments, heureusement que d'autres volontaires nous ont aidés dans la tâche de construction. Donc bilan très positif, très sympa. Ce que je retiendrai de plus positif, c'est la dernière semaine, tous les volontaires sont venus nous accompagner sur les cuisines et ça a été vachement sympa. On a passé une journée tous ensemble à construire des cuisines. Ça faisait un peu l'impression de colonies vacances où tout le monde est venu. Et sinon, des personnes très accueillantes. Et sinon, un bon petit souvenir, c'était dans une école où les enfants venaient nous voir, regardaient tout ce qu'on faisait, étaient super curieux et nous aidaient à la fin à écrire comment se servir, nous aidaient à écrire en espagnol des petits mots pour aider l'école à savoir se servir de la cuisine améliorée. Et de plus en plus de personnes étaient intéressées par ce qu'on faisait. C'est pour ça que je pense qu'il y a une espèce d'avenir dans tout ça parce que les gens vont commencer à en parler. Il y a eu quelque chose de vraiment concret qui s'est créé et les gens sont réellement intéressés par ce qu'on a fait. Et aussi ce qui est bien, c'est que ces cuisines-là, en fait, c'est juste un aménagement assez simple à faire qui demande simplement une journée de travail. Voilà, un aménagement qui nous semble tout simple à réaliser permet d'obtenir un grand bénéfice. Et justement, je pense que ce projet-là va bien passer auprès des populations. On sent qu'il y a un vrai intérêt. En 3 semaines, on n'a pas pu faire autant de choses qu'on le voudrait ou qu'on le pourrait. On a pu faire 11 cuisines, donc c'est déjà un bon objectif pour nous. Mais voilà, on aurait pu rester 6 mois, on aurait été occupé tout autant. En fin d'après-midi, une fois le travail terminé, nous reprenons la route au milieu de magnifiques paysages. Sylvain, comment est la route? Oui, mais plus que ça, c'est plutôt bien. Au total, en 3 semaines de projet, nous avons construit 11 cuisines améliorées, 9 dans des familles et 2 dans des écoles. Une fois le projet terminé, nous nous sommes lancés sur les routes du Pérou. Nous arrivons à Cusco le 27 juillet au matin. La ville est nichée au milieu des montagnes et s'étend dans une large vallée. Elle fut le centre économique et politique de l'Empire des Incas, en contrôlant un vaste territoire qui s'étend jusqu'en Équateur au nord et au Chili au sud. Nous allons sur la Plaza de Armas, qui mêle l'héritage inca et espagnol. La ville de Cusco a su préserver la beauté de la place en dissimulant les grandes enseignes comme McDo sous les arches. Nous nous
dirigeons ensuite vers les ruines de Sacsayhuaman. Ces forteresses se trouvent au sommet de l'une des collines qui surplombe la ville. Elles furent érigées au XVe siècle par l'empereur Pachacútec. L'ouvrage est impressionnant. Ce site fut le lieu de l'une des dernières batailles qui opposa les Incas aux conquistadors au XVIe siècle. Les murs sont faits de pierres parfaitement encastrées les unes dans les autres, si bien qu'ils n'ont pas bougé depuis des siècles, sans qu'il n'y ait besoin de ciment. Il n'est d'ailleurs pas possible de glisser une lame de couteau entre les pierres. La légende raconte que les Espagnols ont laissé les corps de leurs ennemis se faire dévorer par les condors, emblème des Incas. Ils tuèrent ensuite les rapaces pour montrer ainsi leur domination. Ah, la démarche est trop pire. Je vais vous filmer vous, tiens, en train de vous foutre de la gueule des lamas. Le lendemain, le 28 juillet, jour de la fête nationale du Pérou, qui célèbre l'indépendance du pays, nous allons visiter la vallée sacrée des Incas. Nous grimpons jusqu'aux ruines de Pisac. Les terrasses agricoles qui strient la colline jusqu'à la vallée sont impressionnantes de par leur taille et leur bonne conservation. Plus les plantes avaient besoin d'eau, plus elles se situaient sur les terrasses en contrebas. La taille des terrasses varie également pour que les plus larges accueillent le maïs, tandis que les plus petites ont une fonction ornementale et accueillent les fleurs. Nous apprenons que les morts étaient momifiés avant d'être inhumés dans des trous creusés à même la falaise. Nous continuons jusqu'à Ollantaytambo, et malgré la foule touristique qui se masse sur le site et le vent qui souffle, nous sommes encore une fois épatés par la richesse des ouvrages et l'ingéniosité des Incas. Nous franchissons l'épaisse muraille qui donne sur le site archéologique. Selon la légende, un visage garde la montagne des incursions étrangères. La ville est aussi le point de départ du chemin de l'Inca qui mène jusqu'au Machu Picchu. Encore une fois très juste dans le timing, nous sautons dans le train qui mène à Aguascalientes.
something you must bear. No, it seems you're a lot like me. You dug yourself into places you never thought you would be. Don't you fret and don't you mind. The only constant is changing. You never know what you'll find. Yeah, tomorrow I might wake up nice and clean, and I might believe the things I said I didn't mean. This might turn and wind up just the way we dreamed, and I might become the things I swore I'd always be. Le train présente le seul moyen d'accès à Aguascalientes, petite ville touristique nichée au pied du Machu Picchu. But we're always on our way, we're on our way. Alors là, il est à peu près 5h du matin, on s'est levé à 4h15 et l'objectif de la journée, Machu Picchu. La montée de marche sur 400 mètres de dénivelé nous fait rapidement suer. C'est bien. L'effort que nous venons d'effectuer est récompensé lorsque nous voyons cette merveille qui s'offre à nos yeux.
Voilà, nous y sommes, en face de la mystérieuse cité Inca, joyau du Pérou et couronnement de notre aventure. Nous entreprenons de suivre le chemin qui mène jusqu'au sommet de la montagne Machu Picchu, offrant un point de vue incroyable sur la cité et la vallée. Ah non, merde, d'accord. Ouais, c'était ce truc-là. Ah oui, on la voit bien en fait. Donc là, après 2 heures de marche, on est arrivé en haut de la montagne Machu Picchu. Et donc en bas, la cité Inca Machu Picchu. L'origine du nom Machu Picchu provient de la langue quechua et signifie vieille montagne. La cité fut érigée à l'apogée de l'empire Inca, avant d'être progressivement abandonnée au cours des siècles, perdant alors son prestige d'antan. Lo que pasa es que ¿por qué no? Hijo, ya no estás agarrando piedra, pues por eso me tienes toda la cara de piedra. Nous apercevons d'abord le Temple du Soleil, ainsi que le cadran astronomique, puis les terrasses aménagées sur les pentes abruptes de la montagne. Au centre se trouve une place publique large, construite sur plusieurs terrasses. La zone sacrée est dédiée à Inti, le dieu soleil. En tout petit. 7 mètres de large. Ah, c'est pas dit qu'elle est vraiment. Depuis où? Les constructions ont une surface plus importante à la base qu'au sommet, selon la tradition architecturale de la région. Nous admirons les prouesses réalisées dans cet endroit reculé et marchons à travers les ruelles sinueuses au milieu des vestiges. Selon certains experts, la cité pouvait contenir jusqu'à 10 000 habitants, mais elle aurait surtout eu une vocation religieuse, sans être un véritable centre urbain. Au détour d'une rue, nous croisons un visiteur un peu singulier.
Après cette journée exceptionnelle, il est temps pour nous de continuer le voyage. Le 31 juillet, nous partons de Cusco dès le matin pour rejoindre Puno et le lac Titicaca. Le trajet est estimé à 7 heures de route. Nous assistons à des discours de prévention face à diverses maladies. Des femmes montent dans le bus pour vendre du pain, des gélatines, du lait de soja et du poulet cuit. Leche de soya, agua de manzana caliente. Qué bonita, señorita. Les paysages qui s'offrent à nos yeux sont magnifiques tandis que nous montons en altitude. Le lendemain, nous nous réveillons face au plus haut lac navigable du monde. Le lac Titicaca se trouve à une altitude de 3812 mètres au-dessus du niveau de la mer. La ville de Puno s'est développée grâce au tourisme et au commerce régional. Nous embarquons dans un bateau pour rejoindre les fameuses îles flottantes d'Uros, peuplées par les Indiens Aymara. Nous sommes accueillis dans la joie et les chants. Alors ici on est sur les îles Uros, on vient d'arriver. On est parti de Puno, donc 30 minutes plus tard on arrive ici en bateau, donc on arrive sur les îles Uros qui sont construites, en fait c'est des îles flottantes construites sur des roseaux. Du coup il y a une couche d'à peu près 2 ou 3 mètres d'épaisseur et les gens habitent dessus ces roseaux. Et il y a plein de petites maisons, en fait c'est un espace par famille. Donc on a pu rencontrer des gens qui habitent sur ces îles. C'est très intéressant de voir leur mode de vie qui est complètement différent du nôtre. Et il y a un super paysage vu d'ici, on voit tout le lac Titicaca et bientôt on découvrira aussi les montagnes boliviennes au loin. Nous suivons l'explication de ce mode de vie particulier qui se base sur la présence d'une plante indispensable aux insulaires, la totora. Celle-ci sert à la construction des maisons, des bateaux. Le sol est constitué d'une épaisse couche de roseaux qu'il faut sans cesse renouveler. Cette plante a même l'avantage d'être comestible. Certains doutent de l'authenticité du lieu, de la véracité de leur mode de vie actuel, alors que d'autres sont séduits. Nous sommes cependant unanimes pour dire que les techniques développées pour survivre au milieu du lac forcent le respect.
faisons ensuite un trajet de plusieurs heures en bateau pour rejoindre l'île d'Amantani, où nous sommes accueillis par notre famille. Ici, pas d'hôtel. Les habitants gèrent eux-mêmes le tourisme de manière communautaire. Nous participons à la corvée de patates pour le repas du soir. Corvée pour éplucher les patates. Puis nous nous dirigeons vers le sommet de l'île. Les habitants nous proposent des plantes locales afin de nous aider à respirer. Une fois arrivés, nous pouvons assister au coucher de soleil. Le soir, nous sommes conviés à une fête rythmée par les musiques traditionnelles. À l'aube, nous profitons de ce cadre splendide pour nous offrir un lever de soleil sur les montagnes boliviennes. Malgré le froid, l'instant est magique. Après avoir déjeuné, nous retournons au port pour embarquer vers l'île de Taquilé.
L'endroit est rocailleux et la végétation brûle sous le soleil matinal. Cette île, bien que très jolie, est bien plus touristique que la précédente. Charmés par ces sites et l'atmosphère qui s'en dégage, nous ressentons que l'économie des 3 îles fonctionne en grande partie grâce au tourisme. Le challenge actuel de ces sites est de ne pas perdre le sens de leur tradition, de ne pas tomber dans un folklore purement touristique. Nous prenons ensuite le bus dans la nuit pour rejoindre la ville d'Arequipa. La ville d'Arequipa est située au sud du pays. Elle fut construite sous la domination espagnole, et bien que victime de nombreux tremblements de terre, elle est aujourd'hui la seconde ville du Pérou. Elle porte le nom de Cité Blanche à cause des constructions en sillar, une pierre volcanique nacrée. Le Misti est l'impressionnant volcan qui surplombe la ville. Du haut de ses 5800 mètres, il fut le théâtre de rituels religieux et de sacrifices humains opérés par des peuples préhispaniques qui habitaient sur les flancs de la montagne et souhaitaient calmer la colère des dieux lors des grandes éruptions ou secousses sismiques. Des chercheurs extraient aujourd'hui encore des momies cachées dans cette montagne sacrée, comme la momie Juanita. Les festivités célébrant la fondation de la ville par les Espagnols transforment les rues en lieux de danse et de défilés. Nous nous éloignons de la foule pour déguster des crêpes à la quinoa. Nous allons ensuite visiter le couvent Santa Catalina, le plus grand du monde. Cet ensemble, classé au patrimoine mondial de l'humanité, fut construit par les Espagnols qui envoyaient ici les filles des familles les plus fortunées d'Espagne. Il y aurait eu jusqu'à 450 sœurs dans le couvent, et chacune pouvait avoir plusieurs servantes. C'est une véritable ville au cœur de la ville, avec ses ruelles, ses places et ses bancs publics. La beauté de l'ensemble invite à la contemplation et nous profitons de cette pause dans notre incessant périple à travers le pays. La ville d'Arequipa se révèle encore plus belle le soir. Nous en profitons une fois les mails envoyés, la lessive effectuée et le rangement terminé. Malheureusement, cette étape de notre voyage est trop courte et nous devons repartir. Nous roulons toute la nuit à travers la Panaméricaine. À l'aube, nous sommes au cœur des vastes plaines désertiques de Nazca. Nous poursuivons notre route jusqu'à l'oasis de Huacachina, où nous allons faire du buggy et du sandboard. Magosare, mo koro fo
dabila o bɛ na ni jahanama dɔnne ye sabarani deguma in de olu ta ye mɔgɔ bila ɲɔgɔn na n'i kɛra mɔgɔ fɛ ka ban kanu ka manamana kan ka ten n'i kɛra mɔgɔ fɛ ka ban i ka n'u ka kɛrɛfɛ kuma lamɛn ni ne kɛra mɔgɔ fɛ ka ban wale tɛna jukɔrɔ kuma jate jama yo anw nalen de anw nana mɔgɔ ɲɛnajɛ de la. Bon, on n'a pas vraiment été des riders des sables, mais on a eu une bonne dose de fun et les paysages étaient vraiment magnifiques. À bord d'un taxi, ridiculement petit pour 5 personnes et leurs sacs, dont 2 étaient arrimés sur le toit de la voiture, nous nous rendons à Paracas. Une fois arrivés dans la région de Pisco, nous embarquons pour une visite des îles Ballestas, réputées pour leur intérêt ornithologique. Nous passons devant le chandelier de Paracas, un mystérieux géoglyphe rappelant ceux de Nazca. Plusieurs théories circulent à son sujet. Certains parlent d'une œuvre de pirate, tandis que d'autres évoquent une œuvre extraterrestre. Les îles Ballestas sont surveillées de manière constante pour éviter le pillage du guano. C'est quoi le guano? C'est de la viande d'oiseau qui est vendue comme engrais. Donc le guano est ramassé sur les roches dans des conditions dangereuses. Il représente une ressource financière importante pour le Pérou. Les îles sont aujourd'hui protégées et abritent l'une des plus grandes colonies d'oiseaux au monde. Ces eaux froides et poissonneuses attirent les fous de bassin, les manchots de Humboldt, les cormorans, les pélicans, mais aussi des otaries. And it is corn in the month of June. July, it was up to his eyes. Nous croisons même un sportif en stand-up paddle. Boum, From September came a big frost. All the young man's corn was lost. L'après-midi, nous faisons le tour de la réserve naturelle de Paracas, protégée pour sa faune et sa flore. C'est l'un des endroits les plus désertiques du Pérou. Malgré la proximité de l'océan, il ne pleut quasiment jamais. La seule activité humaine permise ici est la pêche. Le soir, nous profitons de ce magnifique coucher de soleil sur la plage. Nous savourons le chemin parcouru et avons le sentiment d'avoir réussi notre voyage.
Et finalement, nous revoilà à Lima, où nous avons pu profiter une dernière fois de la capitale, de ses monuments, de ses musées. Ce soir, nous quittons le Pérou, ses paysages, ses cités légendaires et surtout ses habitants chaleureux et accueillants. Depuis 2 ans, cette aventure nous a permis d'échanger, de partager, de comprendre. Nous avons donné, mais nous avons surtout beaucoup reçu. Nous sommes très heureux d'avoir œuvré ici, aux côtés de l'association Mounai Wassi, qui joue un rôle important dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement à Andahuaylas. Le projet Amérique Solidaire est une histoire à continuer. Nous passons aujourd'hui le flambeau aux personnes motivées par l'aventure, la découverte et la solidarité. Il est temps pour nous de rentrer en France. Merci à tous.